Après des semaines à casser absolument tout dans ce studio, il est enfin temps de voir si cet endroit peut redevenir habitable. Parce qu'entre le gruyère dans les murs, les saignées électriques, le plafond éventré et ce plancher tout grisâtre, le studio ressemble beaucoup plus à une ruine qu'au futur appartement que j'imagine depuis le début. Mais avant de pouvoir construire quoi que ce soit, il va déjà falloir réparer tout ça. Reprendre les murs, refaire le plafond, enduire entièrement la pièce et surtout, découvrir ce qui se cache vraiment sous ce vieux plancher. Allez, c'est parti. Je commence par protéger le sol, parce que j'ai pas passé des heures à gratter cette vieille colle pour recouvrir le plancher de plein de petites gouttes d'enduit. Je me prépare un petit seau et on peut enfin commencer à reboucher tout ce carnage. Alors oui, je fais ça directement au MAP. Je sais que pour ce genre de mur, l'idéal ce serait plutôt un enduit à la chaux qui laisse mieux respirer le support. Mais là, on est surtout sur des rebouchages ponctuels, donc le MAP devrait largement faire l'affaire. Et surtout, une fois sec, ça devient vraiment bien solide. Par contre, j'essaye de laisser un léger creux à chaque fois, parce que le MAP c'est un enfer à poncer. Après ça, avec mon père, on a carrément coupé notre échafaudage en deux. Alors, dit comme ça paraît être une très mauvaise idée. Mais en fait, il fait presque 4 mètres de haut, donc impossible de le faire tenir dans la pièce. Mais on a prévu le coup, on a acheté des tubes en alu pour refaire les raccords proprement. Et maintenant, on se retrouve avec un échafaudage en 3 parties au lieu de 2, et je peux travailler avec un garde-corps, ce qui est quand même un peu plus rassurant. Vu le nombre de trous à reboucher dans cette pièce, 3 Antoine n'aurait clairement pas été de trop. Je bouge un trou, je me retourne, et il y a 2 autres trous qui apparaissent ailleurs. Mais bon, petit à petit, le studio commence à retrouver des murs avec des surfaces un peu plus lisses. Par contre, pendant ce temps-là, dehors, c'est la fête, et moi je suis là à me poser des questions existentielles. Bon, pour ce trou-là, il fallait trouver une solution un peu plus sérieuse. Je commence par découper toutes les anciennes tiges métalliques qui soutenaient le conduit. Puis, je fabrique une nouvelle structure en fixant un bout de bois directement dans la brique. Ça me servira de support pour un morceau de plaque de plâtre que je visse dedans, ainsi que dans une poutre du plafond. Petit à petit, le trou disparaît, et honnêtement, voir ce plafond reprendre enfin une forme normale, ça fait quand même plaisir à voir. Bon, je dois vous avouer que l'angle n'est pas parfaitement droit, mais franchement, vu l'état de départ, je suis quand même assez fier de moi. Après ça, je me suis occupé de réparer le contour du placard, et pour ça, j'ai fixé un tasseau qui m'a servi de guide. Entre-temps, j'ai aussi rebouché tous les trous du plafond, et il y en avait un paquet, comme vous pouvez le voir. Une fois tous les rebouchages terminés, il restait encore une dernière étape avant de pouvoir attaquer l'enduit, faire tomber un maximum de poussière. Parce qu'après des semaines de chantier, les murs étaient littéralement recouverts de saleté. Avec mon frère, on a donc passé un bon coup de balai et de chiffon sur les murs et le plafond. Puis, on applique un primaire d'accroche pour préparer toute la pièce avant l'enduit. Après tous les rebouchages, on peut enfin attaquer une étape un peu plus satisfaisante, le ratissage des murs. Et honnêtement, la perspective de voir tout ce bazar disparaître sous une épaisse couche d'enduit blanc me plaît beaucoup. Pour cette partie-là, ma copine est venue me donner un petit coup de main. Pendant qu'elle étale l'enduit au rouleau, moi je passe derrière avec la lame à lisser.
et à deux, ça avance quand même beaucoup plus vite. Petit à petit, cette magnifique couleur jaunâtre commence enfin à disparaître de la surface du mur. Après ça, je m'attaque aux quelques fissures qui restaient encore dans le plafond. Je gratte au cutter pour bien réouvrir la fissure, avant de reboucher tout ça avec de l'enduit et une bande armée. Franchement, j'ai eu de la chance, malgré son âge assez avancé, ce plafond n'avait pas tant de fissures que ça. Ensuite, je m'attaque aux angles. Je pose une bande dans chaque arête de la pièce, pour obtenir des angles bien propres. Et naïvement, je pensais que ça serait vite réglé. Parce qu'en théorie, dans un cube, il devrait y avoir 8 arêtes si on exclut celle du sol. Mais encore une fois, grosse erreur. Entre les gaufrages, les fenêtres et tous les petits recoins du studio, j'ai fini par en poser une quantité absurde. D'ailleurs, je suis curieux, à votre avis, combien de bandes j'ai dû poser au total dans tout l'appartement ? Après cette première session d'enduit, on a continué sur les autres murs de l'appartement. Cette fois-ci, c'est mon pote Simon qui est venu me filer un coup de main. Et honnêtement, c'est à partir de ce moment-là que l'ambiance de la pièce a commencé à vraiment changer. Bon, par contre, sur ce mur-là, il y a encore un énorme problème que j'ai complètement ignoré. Je vous laisse 2 secondes pour voir si vous le repérez. Et oui, on parle bien de ce gigantesque trou en plein milieu du mur. Très mauvaise anticipation de ma part. Vous allez sûrement me demander comment j'ai fait pour oublier un trou pareil. Et honnêtement, même moi je me pose encore la question. Je crois que j'étais tellement pressé de commencer à enduire que j'ai complètement oublié ce trou, et spoiler, je vais bien le regretter plus tard. Sur ce mur-là aussi, il y avait un petit détail que j'aurais probablement dû régler avant de sortir l'enduit. Et attention, il y a un piège. Alors, non, la gaine qui sort du mur est volontaire, elle serait cachée plus tard par la mezzanine. Le vrai problème, c'est évidemment les anciens tuyaux de la cuisine que j'avais complètement oubliés. Pendant qu'on finit ce mur, je vous laisse apprécier le magnifique temps dans le nord. Une fois les murs terminés, on attaque le plafond. Et là, le changement est encore plus satisfaisant. Voir tout ce vieux plafond jaune devenir blanc crème petit à petit, ça change complètement la lumière dans la pièce. Bon, évidemment, j'avais pas acheté assez d'enduit pour finir le plafond, et du coup, il reste un petit coin encore jaune. Le lendemain, après un nouvel aller-retour pour récupérer des seaux, on peut enfin terminer le plafond avant d'attaquer le dernier mur. Depuis l'épisode précédent, vous m'avez donné plein d'idées vraiment intéressantes en commentaire. Alors avant de continuer le chantier, j'ai ressorti les feutres et les calques pour faire évoluer un peu le projet. Vous avez été nombreux à me faire remarquer qu'il manquait des rangements. Et honnêtement, vous avez totalement raison. La première idée que j'ai retenue, c'est de mieux utiliser l'espace sous l'escalier. Comme l'escalier sera à claire-voie, ça libère une zone exploitable ici. Je dessine donc un meuble sur mesure qui pourrait servir par exemple à ranger les chaussures. Ensuite, il y a une autre idée que je trouve vraiment géniale. Créer une niche directement dans le mur de la mezzanine. Le principe serait de profiter du vide au-dessus du faux plafond de la salle de bain pour créer un rangement encastré. Du coup, je fais une petite coupe pour essayer de visualiser ça. Par contre, le mur est porteur, donc techniquement, je suis pas encore sûr du tout que ce soit faisable. Mais si j'arrive à intégrer ça, ça pourrait devenir un détail vraiment cool dans le projet. Et enfin, le garde-corps. Vous m'avez fait remarquer qu'un garde-corps sur 2 niveaux comme ça, c'était pas forcément super esthétique. Du coup, j'ai commencé à dessiner plusieurs versions. La première reprend simplement l'idée d'origine. La deuxième aligne toute la main courante sur la même hauteur, mais j'ai peur que le garde-corps devienne beaucoup trop haut pour la partie basse. Et la troisième transforme carrément le garde-corps en étagère, avec des tasseaux qui montent jusqu'au plafond. J'aime beaucoup cette version, mais je me demande aussi si ça fait pas un peu cage à lapin. Donc dites-moi laquelle vous préférez, parce que pour le coup, je suis encore incapable de choisir.
Je tenais aussi à vous remercier, on est presque 10 000 sur la chaîne. Merci pour tous vos retours, ça me motive à fond pour la suite du projet. Une fois la première couche d'enduit bien sèche, il était temps de passer au ponçage. Et heureusement, mon père m'a prêté sa ponceuse girafe. Elle devait me faire gagner énormément de temps, sauf qu'au début, j'avais pas encore vraiment le coup de main. Et avec ce genre de machine, il y a vite moyen d'enlever beaucoup trop de matière si on insiste un peu trop au même endroit. Et forcément, il y a quelques zones où j'ai été un peu trop enthousiaste. Heureusement, ou malheureusement, il y aura une deuxième couche d'enduit plus tard pour corriger tout ça. Après le premier ponçage, qui a donc créé plein de nouveaux défauts à corriger, on se lance dans la deuxième couche d'enduit. Cette fois, l'objectif, c'est plus vraiment de reboucher, mais plutôt d'obtenir une surface bien lisse et uniforme. Et en plus, je commence enfin à prendre le coup de main. Regardez-moi ça si c'est pas satisfaisant. J'en profite aussi pour enfin réparer le trou que j'avais complètement oublié au début. Clairement, j'aurais gagné beaucoup de temps à le faire avant la première couche. Mais bon, faire les choses dans le bon ordre, c'est pas vraiment mon point fort. Ensuite, je passe la deuxième couche sur le plafond. Cette fois-ci, j'étais tout seul, et on va pas se mentir, ça va quand même vachement plus vite à deux. Après ça, j'attaque le dernier mur. Plus qu'à attendre que tout ça sèche, et on pourra ressortir la ponceuse. Une fois toute cette deuxième couche d'enduit bien sèche, on ressort la ponceuse, et c'est reparti pour la poussière. Bon, il restait quand même un dernier problème à régler avant d'en finir avec les murs. Les tuyaux de l'ancienne cuisine. Et oui, au lieu de les enlever avant l'enduit, comme une personne normalement constituée, j'ai préféré les oublier en me disant que je verrais ça plus tard. C'est donc le moment de couper tout ça. Par contre, il fallait quand même éviter de confondre avec les tuyaux de la cuisine du voisin qui passent juste là. C'est vrai que ça aurait pu faire une séquence assez intéressante, mais bon, je préfère éviter de provoquer une inondation. Je mets donc un petit coup de disqueuse. Une fois les tuyaux coupés, je ponce les extrémités pour retirer la peinture avant d'installer un raccord bicône pour refermer le circuit. Le principe est assez simple. En serrant l'écrou, une bague en laiton vient se comprimer autour du tube en cuivre, ce qui permet de créer l'étanchéité. J'en profite aussi pour installer une vanne qui servira plus tard à alimenter la future machine à laver dans ce placard. Après ça, moment de vérité. Je remets l'eau et ouf, aucune fuite. Bon, par contre, forcément, enlever ces tuyaux maintenant veut aussi dire que je viens de recreuser un trou dans mon mur tout neuf. Encore une excellente décision de chantier. Je vous passe l'énième rebouchage, la troisième couche d'enduit et le troisième ponçage, et il est enfin temps de nettoyer un peu l'appartement. Petit à petit, les outils disparaissent, les bâches s'en vont, et sous toute cette couche de poussière blanche, le plancher commence enfin à réapparaître. Alors je me suis volontairement pas occupé du tour des fenêtres, parce que dans le prochain épisode, on s'occupera de les changer. C'était clairement le moment que j'attendais le plus depuis le début du chantier. Le ponçage du plancher. Parce qu'à ce stade-là, impossible de savoir si ce parquet cachait quelque chose de vraiment beau, ou juste du bois complètement détruit sous toute cette couche grise. Au début, je voulais simplement tester avec une petite ponceuse à bande, avant de louer une vraie grosse machine. Et comme au grain 40, ça enlevait finalement assez bien la surface, je me suis dit que ça ferait largement l'affaire. Encore une fois, très mauvaise idée. Je vous jure que parfois, la flemme peut vraiment vous pousser à faire des trucs absurdes, comme choisir la solution qui demande finalement 3 fois plus de travail. Petit à petit, le bois commence quand même à réapparaître. Et honnêtement, voir cette couleur revenir après des semaines de poussière et de gravat, c'est hyper satisfaisant. À force de poncer, même l'aspirateur commence à rendre l'âme sous toute la poussière de bois. Pendant que je continue de poncer, je vous laisse quand même admirer les murs derrière. J'ai encore fait quelques retouches entre temps, et franchement, ils commencent enfin à ressembler à quelque chose. Bon, faites pas attention au bas des murs, ça aussi je vais devoir le reprendre.
Après de longues heures passées au sol, le plancher finit enfin par retrouver complètement sa couleur. Enfin, presque. Parce qu'évidemment, une fois toute la surface poncée au grain 40, il fallait encore tout refaire avec un grain 80 puis un grain 120 pour obtenir quelque chose de vraiment doux au toucher. Pour finir, je viens même nettoyer les rainures entre chaque lame parce qu'il y avait encore énormément de saleté incrustée dedans depuis des années. Le plancher est loin d'être parfait. Il reste des marques, des traces du temps, quelques défauts aussi. Mais justement, je trouve que c'est ce qui lui donne tout son caractère. Perso, j'adore le rendu. Et vous, vous en pensez quoi ? Après des semaines à casser, réparer, endurer et poncer, le studio commence enfin à ressembler à quelque chose. Et maintenant que toute la base est enfin prête, on va pouvoir attaquer la suite du projet, la construction de la mezzanine. Donc si vous voulez voir la transformation complète, vous pouvez vous abonner, parce que dans le prochain épisode, les choses sérieuses commencent vraiment.